Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire? Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer ici sur YouTube. On poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Ici on parle d'histoires mystiques. Donc s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez ce qu'on fait. C'est pour sensibiliser. Merci pour la force que vous donnez au mouvement. Tous ceux qui participent dans les commentaires, en likant, en partageant. Merci pour la force que vous donnez. Rapidement, on va aller à la première histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute ta communauté aussi. Alors je vais raconter une toute petite histoire. Je vais raconter une toute petite histoire, ce que moi j'ai vécu. En fait, j'étais petite. Je vivais avec mon grand-père. Et j'avais l'habitude de dormir avec lui. Sauf que cette nuit-là, j'hésitais de dormir avec lui. Je suis allée dormir avec mon oncle. La nuit est tombée très rapidement. Moi, j'étais endormie. En fait, tout le monde était endormi. À un moment, vu qu'on laisse ma grand-mère, elle ne dormait plus avec mon grand-père. On va pas me demander le pourquoi, mais c'était comme ça. Elle avait une chambre au milieu. Mon grand-père, il avait une chambre au bout du couloir. Et mon oncle à l'entrée de la porte. Donc, c'était genre, voilà. Le couloir, il y avait des chambres, il y avait 3 chambres. La chambre de mon oncle, de ma grand-mère et de mon grand-père. Je décide de ne pas dormir dans la chambre de mon grand-père ce jour-là. Mais je dors dans la chambre de mon oncle. Tout le monde est endormi. J'entends des bruits. Genre comme si quelqu'un essaie d'ouvrir la porte de mon oncle. Je prends peur. Je ne fais aucun bruit. La personne part dans la chambre de mon grand-père. Je ne sais pas ce qu'il avait pris à mon grand-père de fermer sa chambre. Mais il a fermé sa chambre ce jour-là. Donc la personne essayait d'ouvrir les 2 chambres. Puis il est revenu à celle du milieu qui n'était pas fermée, celle de ma grand-mère. Il est entré à l'intérieur. Dans cette chambre dormait ma grand-mère et mon oncle. Vu qu'elle essaie toujours la bougie dans sa chambre et tout, et qu'on vivait dans une maison en planche, donc tu pouvais voir l'ombre de la personne, voilà. Elle dormait toujours avec la bougie, quoi. J'ai vu quelque chose se dessiner, c'est-à-dire, on va pas me dire que c'était mon imagination parce que je n'en avais. C'est vrai qu'à cet âge-là, tu en as, hein, mais c'était quelque chose de réel. Je vais expliquer le pourquoi après. Donc, je vois la personne avec des rastas, des machins. J'essaie de réveiller mon oncle tonton. Il y a quelqu'un dans la chambre de grand-mère. Il ne se réveille pas. J'essaie de le bousculer que tonton. Il y a quelqu'un dans la chambre de grand-mère. Il ne se réveille pas. La personne a fait ce qu'il avait à faire. Il est parti. Dans la maison, en fait, nous, quand on dormait, seulement que dans mon quartier, là, c'est au Cameroun, je ne vais pas dire le quartier. Seulement dans ce quartier, plus précisément à Douala. Dans ce quartier, avant, les gens ne s'inquiétaient pas. Il n'y avait pas de bandits, il n'y avait pas de vol comme maintenant, là, que tu peux laisser ta porte, voilà, ouverte et tout. Donc, nous, on fermait juste avec un bâton derrière. Juste un bâton. Le matin, tout le monde s'est réveillé, sauf moi. J'entends seulement les murmures. Puis, oh, on va faire comment? Oh, machin. Oh, les petits murmures. Quand je me réveille, je vois le sang partout. Je viens demander à mon oncle qu'est-ce qui se passe. Il me dit de retourner dans la chambre. Je dis, je n'ai pas envie. Je vois à travers, parce que mon grand-père avait barré, ma grand-mère aussi était, bon, ils étaient autour de la personne, je ne savais pas qui. Il y avait un peu presque tout le monde autour de la personne. C'est là que j'essaie de me faufiler. Je vois que c'est mon oncle qui dormait avec ma grand-mère. On avait ouvert sa bouche, c'est-à-dire, vous voyez un peu comme le clown, un clown. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu le film qu'on appelle ça.
Donc, il avait un long trait. Donc, sa bouche, sa lèvre a été fendue jusqu'au niveau je peux dire de l'aube, hein, de l'oreille, son aube. Il était là, des deux côtés, des deux côtés. C'était digne d'un film d'horreur. Tout était ouvert. Ma grand-mère dit qu'il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Mais personne ne s'est inquiété que qui a fait ça. Tout le monde était calme. Après, quand mon oncle est rentré, on avait cousu. Je décide d'aller dans la chambre de mon grand-père. Excuse-moi DMG, je décide d'aller dans la chambre de mon grand-père. Je lui dis que j'ai vu quelqu'un dans la chambre cette nuit-là, la chambre de mamie. Il me fait comprendre que mieux, je fais comme si je n'ai rien vu. Et je dors parce qu'il ne s'est rien passé. Les années ont passé, les années ont passé. Un jour, je revois mon oncle. Je lui demande que, mais attends, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'était passé sur tes jours? Il me dit que lui-même, il ne s'en rappelle pas. Tout ce qu'on lui dit, c'est qu'il a eu un accident. Donc, en fait, c'est pas pour donner une leçon, hein. C'est pas pour donner une leçon. C'est pour raconter une histoire. Donc, dans chaque famille, il se passe des choses dont on ne pense pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que c'était. Je ne sais pas qui était en train de faire ça. Mais ce que je sais, c'est que mes grands-parents étaient au courant. Mais ils n'ont jamais voulu nous dire. Donc voilà, c'était mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Et là, on passe à la deuxième histoire. Coucou, bonjour la famille DMG, j'espère que ça va, tout le monde se porte bien. Ok, moi je me porte bien, alors, moi je suis nouvelle dans la famille. J'espère que nous tous on est ensemble. En fait, j'aimerais partager une petite histoire avec vous qui m'était racontée à un de mon oncle qui est guérisseur, qui fait les produits tradition pour les gens, tout ça là. Un jour, je me sentais pas bien et mon père m'avait amené chez lui pour un petit truc comme ça. Et c'est là qu'il me fait savoir que ma fille, il y a une histoire que je vais te raconter, mais ça concerne à toi aussi de tes manières et ça est sur tes pas. Donc, il faut savoir marcher. Il dit, ok. Elle me dit, vraiment, il y a deux choses que je vais t'interdire et je vais te l'interdire totalement, totalement. Il y a des choses rouges, les habits, c'était tout ce qui est rouge. Faut pas que ça monte sur ton corps. Les habits noirs, tout, les trucs rouges. Tu peux porter complet tout. Tu portes des chaussures noires, on porte des chaussures noires, pas de problème. On peut tresser les noirs, pas de problème. Mais habillons noir de tête jusqu'aux pieds, c'est pas bon pour toi. Et de rouge, de même au rouge aussi, c'est pas bon pour toi. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème là. Et là, j'ai accepté. Il me dit, c'est là que mon père me dit, mon père lui demande non, mais pourquoi tu dis ça à ma fille? Et d'ailleurs, même moi-même, je l'ai interdit de porter les trucs rouges dans notre famille. On porte pas ça, des trucs rouges. Mais des fois, on porte les noirs. Et là, il dit ouais, pourquoi elle me dit ça qu'un jour, lui, elle a croisé une demoiselle en rentrant de l'aéroport. Elle a croisé une demoiselle qui a porté toute rouge. Et puis lui, il a dit, ah ma chérie, t'es belle, t'es ravissante, t'as une bonne étoile. Ne laisse pas les méchantes personnes peut t'atteindre avec facilement de moyens comme ça. La fille a dit, pourquoi monsieur? Mais il a dit, non, c'est que tu as porté comme ça de tête jusqu'aux pieds. C'est pas beau pour toi, c'est pas beau pour ta santé comme ça. En fait, moi je comprends pas le français bien comme ça parce que moi je suis togolaise, mais togolaise nigérienne comme ça. Mon père est nigérien, ma mère est togolaise, donc je suis née au Togo, mais je suis au Nigeria actuellement.
Donc, c'est là que le monsieur l'explique que tout ce qui t'est apporté sur toi, ça apporte le malheur aux gens. C'est pas bon pour toi ni ta santé et tout ça là. Elle avait tressé les mèches longues de rouge et puis c'était le jour des Saint-Valentin, tu vois. C'était le jour des Saint-Valentin aussi. Donc le monsieur l'avait croisé vers le matin comme ça, tu vois, vers le matin comme ça. Donc c'est là qu'il me fait savoir que elle avait fait les tresses rouges, les chaussures, l'habillement, tout ce qui est sur lui est rouge, même le boucle d'oreille rouge. C'est là que j'ai dit, waouh, c'est catastrophe. Là, le monsieur lui dit, et le monsieur est parti. Mon oncle, là, c'est lui qui l'a dit ça et lui, il est parti. Parce que lui, il était en voyage, donc il est rentré à l'aéroport et il a trouvé la fille à l'entrée. Tu vois, c'est comme s'il était accompagné à quelqu'un, comme elle dit, c'est pas, mais c'était le jour des Saint-Valentin. Donc, le monsieur est parti. Donc, le jour-là, la fille en question, je sais pas comment ça s'est passé. La soirée, ils étaient sortis avec ses copines, tout ça là. Elle a trouvé un monsieur. Genre, quand tu vois le monsieur, toi-même, tu vas tomber dans le filet. Waouh! Le monsieur était tellement mignon, tout ça là là là. Donc, quand il a vu comme ça, il a commencé à se trembler, tout ça là là. Et nanani, nanana. Mais comme c'était le jour de son jour, le monsieur s'est approché de lui et le monsieur l'a dit, ah, demoiselle, genre de dragage, tout ça là, là. Il a dragué la fille. Quand il a dragué la fille, ils se sont un peu de trucs dont c'est pas trop là. Et le gars a pris la fille, je sais pas comment ça s'est passé, et tout ça là, là, nanana. Le gars a pris la fille, ils sont partis à l'hôtel. Et ils ont fait leur acte des grands là, tu vois. Ils ont s'amusé, fait les trucs comme ça. Donc, en réveillant le matin 6 heures, la fille se retrouve, bizarrement, la fille se retrouve sur un tombeau, au cimetière, sur un tombeau, couchée. Ah, elle s'est réveillée comme ça, elle a commencé à crier, à se déshabiller, à sauter de gauche à droite, tout ça là, là, là. Et les gens, ils étaient étonnés. Elle a couru, sorti dans le cimetière comme ça. Et les gens l'ont attrapée. Je sais pas comment. Elle avait un tatouage sur lui comme ça. Je sais pas, il y a beaucoup de filles qui font les tatouages. Ils écrivent. Moi, je n'ai jamais vu ça. Une personne va faire tatouage, écrit son numéro. Comment dire, c'est pas trop comme ça. Donc, on a localisé ses parents. On a pris la fille. Actuellement que je te parle, la fille est devenue folle. Tu vois, elle est devenue folle. Donc, on a pris, ils se sont baladés des endroits pour guérison, tout ça là, mais ça ne va pas. Jusqu'à un jour, ils se sont tombés sur une personne. Elle a dit, ah, moi j'ai un ami qui est fort, qui peut vous aider. Je vais vous envoyer là-bas. Et en ce temps, mon oncle là, il était revenu de ce voyage. Il était au pays à Lomé. Quelque part, on appelle Séville comme ça. Il était à Séville là. Donc c'est là que on a envoyé la fille. Ils ont pris la fille. Ils sont arrivés. Quand ils sont arrivés en même temps, l'oncle a vu la fille. Il a dit, ah, mais toi, je t'avais prévenir. Et c'est là, il a commencé ses médicaments, tout ça là là. Le monsieur en question qui est décédé, l'esprit en question qui est sorti, et puis se sont changés de trucs avec la fille. Le monsieur en question est sorti, a dit, mon oncle, que toi, tu me laisses tranquille parce que la fille là, elle est déjà à moi. C'est là l'oncle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle a fait toutes ces manières. Elle n'a pas pu, jusqu'à ça va devenir le problème pour lui-même. Elle a laissé la fille avec ses parents. Ils ont pris leurs filles, ils sont partis. Quand en arrivant là-bas, la personne qui les a montrés pour venir chez mon oncle, elle a dit non, 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 non. La personne que moi je vous envoie, il peut faire ça. Mais s'il a refusé, c'est à cause de quelque chose. Donc la personne même est revenue. Elle a supplié mon oncle, pardon, faut les aider. C'est la fille de mon ami. Tout ça, nana, nanani, nanana. Et l'oncle a accepté vraiment. C'était une bataille que je ne sais même pas comment ça s'est fini. Ils se sont bataillés tellement fort qu'il a pu lever ces esprits-là sur la fille. Et actuellement, la fille est en bonne santé. Elle est revenue à elle-même.
actuellement que je te parle, c'est pas l'histoire, c'est passé 2021 comme ça. Je vais oublier, c'est 2022. C'est pas trop comme ça, parce que l'oncle m'a dit ça en 2022, là, qui est passé. Elle me dit actuellement, la fille qui est là, elle veut même pas entendre le nom de Saint-Valentin dans ses oreilles. Quand le jour de Saint-Valentin arrive, elle va à l'église. Vraiment, désolée, hein. Elle va à l'église, elle va aller rester à l'église le jour de Saint-Valentin. Depuis le jour là, même, je sais pas, un truc, une assiette rouge comme ça, elle touche pas. Vraiment, je te jure. Donc, c'est pour sensibiliser et dire à mes soeurs et mes frères, vraiment, pour éviter la mort, ou bien, vraiment, c'est de la mort ça, pour éviter les problèmes dans la vie. Il faut que nous-mêmes, on commence à éviter beaucoup de choses. Beaucoup de choses, on dit bien. Ah, pardon, je comprends pas le français bien. Éviter beaucoup de choses. Les habits rouges. Tu peux porter quelque chose de rouge, mais pas tout ton corps de tête jusqu'au pied. Vraiment, c'est mal. Donc, c'est juste ma petite histoire. Donc, je salue toute la famille. Vraiment, je suis votre émission. Banalement, ça fait 3 mois et j'aime ça bien. Et moi-même, j'ai beaucoup, plein d'histoires mystiques pour vous raconter. Là, à la prochaine mois. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la troisième histoire. Surtout, n'oubliez pas d'aller vous abonner à la deuxième page DMG TV Histoire Mystique. C'est très intéressant. Là-bas, on poste tous les 15 heures. Déjà, si tu connais la page, laisse un commentaire. Comme ça, les autres qui ne sont pas encore abonnés vont vouloir aussi aller s'abonner là-bas. Merci. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Je me suis permise de faire ce voice parce que j'aime bien ce que vous faites et je me suis dit un jour que je devais aussi participer. Mais malheureusement, je ne peux pas faire le direct parce qu'à cette heure-là, je serai occupée. Je travaille, donc à cette heure-là, ce n'est pas possible pour moi de raconter mon histoire en direct. Donc, en espérant que vous publiez mon voice, je me permets de vous faire part de ce dont j'ai été témoin ce matin. Ce matin, en sortant de la maison pour le travail, parce que je passe par Gosso pour me rendre au travail, au niveau de l'hôpital général, avant l'hôpital de Madame Chantal Bia, il y a eu une entrée nette à ce niveau-là. Quand je passais dans le taxi, il y avait une affluence de benzineurs, une affluence d'une foule de personnes assez nombreuses qui étaient tenues là et ça créait un sacré embouteillage. Il s'est avéré que à 2 heures du matin, dans le quartier là, parce que c'est un secteur résidentiel, il y a des grandes maisons de ce côté-là. Il s'est avéré qu'un monsieur rentrait et il passait par là. Derrière l'hôpital gynéco là-bas, il y a une route qui descend. Il est en train de passer. Il a vu dans une voiture les pieds d'une jeune fille en train de balancer. Ça l'a donc intrigué. Il a fait marche arrière, il a contourné, il est parti au poste de police qui est non loin de là pour signaler ce qu'il venait de voir. Quand la police est rendue sur place, on s'est approché près du véhicule dans laquelle le monsieur qui était derrière a vu une jeune fille en train de bouger ses pieds. On arrive, on trouve la voiture, il n'y a personne dans la voiture. Par contre, il y a un gros serpent dans la voiture. Un gros serpent et il est en train d'avaler une personne. Il était en train d'avaler une personne. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Il était en train d'avaler la jeune fille que le monsieur a vue précédemment. Le serpent était tellement énorme et on voyait qu'il était gonflé parce qu'il essayait d'avaler. Quand les messieurs sont rendus sur place, parce que avaler ça prend du temps, ce n'est pas comme si tu fais en un coup. Donc il a pris du temps. Il avait presque terminé d'avaler la fille, sauf que les pieds étaient encore dehors et elle était encore agitée, mais elle s'étouffait déjà. Quand les policiers sont arrivés, ils ont cassé la voiture, ils ont braqué l'âme vers lui en disant que tu l'as vomi tout de suite. Vomis ça, sinon on te tue. C'est comme ça que le monsieur a vomi la jeune fille. J'ai dit ce matin-ci, en sortant du travail, en partant au travail, ce matin-ci, le monsieur a vomi la jeune fille. Et on a amené rapidement la jeune fille ici à l'hôpital gynéco. Et le monsieur, il est en garde à vue.
Donc, c'est une histoire dont j'ai été témoin. Jusqu'à présent, toujours, on parle de ça, il y a assez de monde. Donc, j'étais dépassée. Une grande fille de 16 ans, s'il vous plaît, une fille de 16 ans. Donc, la jeune fille, apparemment, connaissait le monsieur, mais elle ne savait pas qui il était réellement. Elle s'est retrouvée comme ça dans des circonstances qui l'ont dépassée. Donc, par la grâce de Dieu, elle a été internée, mais seul Dieu doit intervenir pour qu'elle puisse survivre parce que ça, c'est un cas mystique et si Dieu n'intervient pas vraiment, il est fort possible qu'elle ne devienne plus normale ou alors qu'elle meure même. Donc, c'était mon histoire de ce matin. Je dis bien une histoire réelle. Et la population, elle s'est accourue, mais la police avait déjà amené le monsieur. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Alors, bonsoir famille DMG, j'espère que tout le monde se porte bien. Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle ça sera diffusé. Alors, je vais exhorter d'écouter, de liker, de partager et de commenter. Parce que ça peut aider celles qui partagent l'histoire. Votre réflexion peut être la meilleure. Donc, commentez toujours et partagez aussi pour sensibiliser, pour toucher plus de monde, quoi. Voilà. Là, je vais raconter une histoire de ma famille paternelle. Donc, mon papa est issu d'une famille polygamique. À l'époque, c'était monnaie courante partout, hein. Et son papa était de surcroît notable et parfois c'est exigé par la tradition. Voilà, là n'est même pas le problème. Mon papa a perdu son père, il n'avait que 2 ans. Donc il a grandi comme ça avec sa mère et ses soeurs. Sa mère s'est remariée, le beau-père a refusé ses enfants et c'est la fille aînée de ma grand-mère qui a élevé ses petits frères. Ils ont vécu quasiment à la rue. Et Dieu merci, mon père à l'âge de 9 ans a eu une maman adoptive, a eu une tutrice comme ça qu'il a pris, une inconnue. Et voilà. Donc, mon papa a toujours été débrouillard. Donc, il travaillait pour la maman dans les champs, il faisait des travaux champêtres pour la maman et l'aidait de temps en temps à superviser, quoi. Parce que la maman en question avait des hectares et elle faisait aussi le commerce. Donc, quand il n'était pas au champ, il était en ville et l'aidait dans son commerce. Quand il n'y avait pas le commerce, ni lorsque ce n'était pas le temps des champs, il faisait ses petits travaux de débrouillard et tout. Voilà. Dans la famille, vu qu'ils ont été les enfants de la rue, ils se sont dispersés. Ils étaient au nombre de 4 garçons, une fille, la fille aînée. Et entre-temps, la maman est décédée. Sa maman, dont notre grand-mère est décédée lorsqu'il avait dans les 20 ans, 21 ans. Et c'est là que mon papa s'est marié. C'est sa tutrice qui lui cherche une femme. Voilà, il est temps que tu te maries et tout. Il était dans les 23 ans comme ça. Donc, nous avons grandi et on n'a jamais su que mon père avait plus de 2 frères parce qu'on connaissait juste sa sœur et l'un de ses frères qui était au village. Donc, les 2 autres frères étaient allés, s'étaient déplacés en aventure, quoi. Ils s'étaient déplacés, donc ils étaient allés à la capitale. Donc, personne ne savait où l'autre était. Voilà, un jour, lorsque nous sommes nés, l'histoire nous a été racontée par notre papa. L'histoire d'avant. Maintenant, l'histoire mystique que je vais vous raconter, je l'ai vécue. Donc, lorsque nous avions dans les 10 ans, 11 ans, je devais faire 6e, CM2 6e. Et voilà, un jour, on envoie la lettre à mon papa. Avant, il n'y avait pas de téléphone. On lui envoie la lettre lui disant que son frère tel est arrivé avec sa famille. Il avait épousé une femme, une fille du village, mais personne ne savait.
Et la femme en question, la famille de la femme en question savait que c'était le fils de la concession et que les parents ne savaient pas où il était. Et apparemment, il avait demandé à sa belle famille de cacher cela. Donc, il était en colère contre ses frères consanguins, en colère contre presque tout le monde, quoi. Parce que je ne comprends pas comment il a pu abandonner aussi ses propres frères qui ont souffert avec lui. Donc, ainsi de suite. Donc, ils ont grandi comme ça. Lorsqu'il arrive, alors, tout le monde arrive. On est étonné qu'on a l'habitude de voir cette femme-là venir avec les enfants, mais sans avoir jamais su que c'était la femme de leur frère. Voilà, le secret était là, tout le monde était content, on était plutôt content. Ils avaient 3 enfants, ils avaient 4 enfants, mais 3 étaient de 2. Donc, mon oncle avait épousé la dame avec une fille, avec sa fille. Donc, et il a adopté sa première fille, la fille de la dame. Et avec la dame, ils avaient un seul garçon et 2 filles. Donc, lorsqu'il est venu présenter ses enfants au village, on était contents, on se ressemblait. Donc, nous, les cousines, quoi, on se ressemblait tellement, on était contents, on a passé la journée. Donc, lorsque mon papa a reçu la lettre, le week-end qui suivait, on est allé au village. Donc, il était chez leur frère aîné qui avait construit au village. Voilà. Tout le monde, la famille était là, on était contents. Même la famille consanguine était là. Les frères consanguins de mon papa étaient là. Ils faisaient semblant d'être contents, d'être heureux, alors que ce sont eux qui les avaient chassés de la concession. C'est comme cela que mon papa a suggéré à son frère de venir avec nous. Et son frère lui dit non. Vu que toi-même tu vis chez ta tutrice, tu t'es marié, tu es toujours chez ta tutrice, moi je ne vais pas aller vous encombrer dans votre petite maison où vous êtes. Je préfère rester ici au village et tout. Voilà. Il a vécu au village avec ses enfants et tout. Après, il est rentré. Lorsqu'il est retourné à Douala. Après cela, chaque vacances, il envoyait les enfants au village, chez l'aîné. Après cela, après 2 ans, je pense, j'avais 13 ans et j'avais quasiment le même âge que ce cousin-là, que le deuxième enfant de notre oncle en question. On est resté un jour, l'oncle vient en pleurant. Il a perdu son fils par accident. Tout le monde était attristé, c'était triste. On a tellement pleuré, on a enterré et comme lorsqu'il y a des morts, des décès brusques comme cela, chez nous, on fait toujours des recherches chez les voyants pour voir si c'était une mort simple ou pas. Voilà. Partout où on partait, on disait que non, il a été tué. Et avant qu'il n'arrive, il y avait des morts quasiment bizarres dans la famille. Il y avait des décès répétés, bizarres quoi. Pas des morts, genre tu vois quelqu'un aujourd'hui, demain, oh il est tombé de l'arbre, il est décédé. Oh il est... Parfois on te montre même la chute de la personne. On te montre, comment on dit, la hauteur de la chute. C'est quasiment bizarre quoi. C'est pas normal que quelqu'un tombe et meurt et en meurt. Bon, ça arrive. Mais lorsque ça devient une cour de deuil, tout le monde au village sait que dans un an ne peut pas se terminer sans qu'il y ait un deuil, quasiment des jeunes et tout, qui n'étaient pas malades et tout. C'était bizarre. Mais quand celui-là est arrivé et qu'il a perdu son fils unique, c'était vraiment horrible quoi. Et ça a vraiment touché tout le monde. Là, tout le monde a mis la main à la pâte, que non. Ils se sont dispersés, chacun allait chercher de son côté. Et ils sont tous revenus avec les mêmes réponses. Et voilà, on a décidé il y avait toujours une personne qu'on pointait dans la famille. Mais comme c'était l'aîné des fils, c'était l'aîné de la famille. Bon, l'aîné des frères consanguins, quoi. Donc, il faut noter que la maman de mon papa, notre grand-mère, était la 4e femme, donc la dernière femme. Donc, mon papa et ses frères étaient les plus petits lorsque leur papa est décédé. Donc, ses frères consanguins étaient vraiment... Ils avaient déjà même les petits-enfants, ils étaient déjà grands-pères avant que mon père ne se marie. Donc, voilà, après la mort de notre cousin,
lorsque mon papa a tapé la main sur la table, il était quasiment le dernier de la famille. Et voilà, les frères consanguins se fâchent que toi, tu es qui pour venir nous parler? C'est toi qui tapes la main là, ici. Il avait enlevé son, je me rappelle, après l'enterrement de ce neveu-là, mon papa avait enlevé son chapeau. Il a frappé au mur lorsqu'il parlait. Et chez nous, c'est quasiment comme un manque de respect. Genre, quand tu enlèves ton chapeau et tu frappes devant les aînés, ça choque quoi. Ça choque, ça rabaisse tout le monde. Il a dit, cette fois-ci, c'en est de trop. C'en est de trop. Et parfois, lorsque vous partez chercher, on vous dit non, cette personne est décédée, le coupable n'est pas loin. On ne vous pointe, on ne vous dit pas exactement la personne. Mais rares sont les endroits, il y a des endroits où on vous dit c'est tel, mais c'est quand même douteux. Lorsqu'on arrive à un autre endroit, on nous a dit que c'était tel. Est-ce que c'est vrai? La personne dit je ne peux pas confirmer, mais je sais que c'est proche. Donc, lorsqu'on revient en disant on a dit comme ça ailleurs, et on a essayé de confirmer ailleurs, on n'a pas vraiment, donc on ne sait pas si c'est vraiment ça et tout et tout. Mon papa alors a avoué ça. Donc on disait cela dans les coulisses, mais lorsqu'on est en face à la cour et tout, on ne le dit pas. Lorsqu'il y a les réunions familiales, on ne met pas ça sur la table, quoi. On dit c'est toi qui tu non, on ne dit pas ça. Mon papa a craqué après l'enterrement et il a levé le chapeau, il a frappé au sol, il s'est fâché et tout. Tout le monde s'est moqué de lui. On l'a insulté. On lui a dit, tu vas-t'en. On ne sait pas ce que tu fais ici. Tu ne sais à rien et tout. Et après, nous sommes étonnés. Après, disons, un mois, c'est notre oncle, celui qui avait perdu son fils, qui vient chez nous avec des problèmes. Soi-disant qu'il est allé quelque part. On lui a dit que la personne le plus proche de lui, donc et on a même prononcé son nom, que c'est lui qui a tué son fils. Donc mon père qui avait tué le fils de son frère, notre cousin. Et ça a chauffé dans le village. Oh, le petit là, c'est lui. Donc c'est lui qui tue les gens. C'est lui qui tue les gens. On a toujours dit que les bons à rien comme ça sont tous les sorciers. Oh, c'est lui. Donc voilà pourquoi il faisait une scène à la cour du deuil. Voilà pourquoi tout le monde était étonné. Vraiment, ça a été une année vraiment triste pour moi parce que entendre les gens accusant mon père, c'était vraiment horrible, quoi. C'était horrible. Et tous les soirs, mon père se morfondait tellement il a été choqué par la perte de son neveu. Et voilà maintenant qu'on l'accuse. Mais face à nous, il faisait comme si de rien n'était, quoi. Comme si tout allait bien. Non, c'est rien, laissez-les. Je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. On l'a accusé un jour jusqu'à ce que il n'arrivait même plus à sortir. Donc, il était allé au village pour travailler dans notre plantation. Et le frère, celui qui avait été indexé pendant très longtemps, c'est lui. C'est lui qui mettait le visage de mon père devant et permettait aux voyants de prononcer son nom, peu importe où on partait. Et après cela, même sa soeur, elle n'y croyait pas. Elle a dit, moi, mais je vais sortir. Elle était sortie, elle était allée avec l'une de mes tantes côté maternelle. Et quand ils reviennent, mon papa demande qu'est-ce qu'on a dit. Ils n'ont pas pu parler. C'est quand ils partaient, lorsqu'elle partait, que la maman adoptive de mon papa leur demande, je me rappelle, j'avais écouté derrière la porte, que qu'est-ce que vous avez trouvé? On a dit quoi? Elle dit, ah, moi-même je suis étonnée. On a dit c'est mon frère. On a prononcé même son nom. La personne l'a même tellement décrit qu'elle a eu honte. Oh, voilà, je rentre. Par derrière, la maman adoptive de mon père l'appelle. Elle lui dit, je t'ai élevé avec un seul cœur. Et je sais qui tu es. Je ne sais pas où tu es allé mettre les pieds, mais sache que si tu peux avouer et qu'on t'amène chez... Parce qu'il y a aussi les voyants qui peuvent enlever cela, quoi. Si tu as été trempé sans savoir et que tu n'as pas encore mangé leur argent, tu n'as pas encore sacrifié quelqu'un consciemment, on peut toujours t'enlever. Bon, lorsqu'elle lui parle, elle lui dit, si tu reconnais, on peut, ou bien si tu sais où tu as mis les pieds, on peut pas dire, mais je ne sais même pas de quoi tu parles. C'est là où elle avoue que voilà, ta soeur m'a dit que c'est toi qu'on avait indexé. Ah là, fallait pas. Mon père a pété un câble, je venais de rentrer des classes, au jour était entre 14h30, 15h. Mon père a pris sa machette et son sac, il est allé au village. Ma mère criait que non, pardon, ne pas faire. Il dit non, je ne suis pas bête.
Tu crois que je vais aller faire du mal à quelqu'un, on va me mettre en prison, mes enfants, qui va les garder? C'est comme ça qu'il est allé au village. Il est retourné le soir, il me dit il était à la chaufferie. Ma maman demande, tu allais faire quoi là-bas? Il dit, je suis allé voir le chef du village. Et le chef du village, c'est pas un endroit où tout le monde entre. Il nous dit, lorsqu'il est arrivé là-bas, on n'a pas voulu le laisser entrer dans la chaufferie même. On n'a même pas voulu le laisser entrer parce que la nouvelle était partout au village. Et en plus, il avait la machette, il était nerveux. Ça, c'est comme s'il partait chercher les problèmes là-bas, quoi. C'est le chef du village qui l'autorise à entrer. Laissez-le venir. Il est entré. Le chef lui a fait asseoir. Il est allé. Après un certain temps, il a appelé de venir dans la salle de je sais pas quoi. Ils ont une salle là-bas où ils accueillent les gens pour parler en catimini, quoi. Il a demandé à mon père qu'est-ce qu'il est venu faire. Il a appris les nouvelles. Il sait que c'est lui. Il s'avère que c'est lui qui fait du mal à sa propre famille. Est-ce normal? Voilà, que lui-même, il a ouvert. Lorsqu'il a parlé, il a dit, tout ce que je suis venu vous demander, c'est d'autoriser le cadi, qu'on fasse le cadi. Donc, il faut savoir que le cadi, c'est lorsqu'on dit, je peux boire le cadi d'une personne. Donc, c'est genre, mettre, genre, boire le cadi, son propre cadi. Il a dit, et c'est un truc qui a été banni à un moment donné dans nos villages, dans nos sociétés africaines. Avant, ça se faisait. Genre, s'il y a un problème et qu'on n'arrive pas à attraper le coupable, on prépare le cadi et chacun va boire son propre cadi. C'est-à-dire, lorsqu'on dit je peux mettre ma main au feu là, si dans votre village, boire le cadi était de mettre la main au feu, tu vas vraiment mettre la main au feu. Et si tu ne te brûles pas, on sait que tu as raison. Si tu te brûles, c'est que tu n'as pas raison. Maintenant, dans notre village, le cadi, en quoi est-ce que ça consiste? On doit aller dans tous les carrefours de la ville. Tous les carrefours. Et c'est le chef qui envoie ses guerriers. Ils vont aller, ils connaissent quasiment tous les carrefours de la ville. C'est-à-dire l'endroit où vous êtes né. C'est-à-dire la ville où vous êtes né. Où on sait que vos parents ont mis les pieds. Vos parents qui vous ont porté dans leur ventre vous ont mis les pieds. Voilà, les guerriers ont d'abord envoyé la nouvelle dans la concession. Mon père, lorsque mon père était rentré, il nous a dit à l'heure qu'il est, la nouvelle doit déjà être au village. Voilà. Donc voilà, ma mère était plutôt inquiète parce que comment se fait-il qu'on a vu son visage, c'est lui qu'on a vu et il veut qu'on boive le cadi, il veut mourir. Moi je ne savais même pas, c'était la première fois que je comprenais vraiment ce que ça signifiait un cadi. Moi, j'entendais souvent le cadi, je peux boire le cadi de mon fils. J'entendais souvent ça lors des bagarres des parents et tout, mais je ne savais pas en quoi ça consistait. Ma maman me dit, non, lorsqu'elle parlait, parce que ma grand-mère maternelle a vécu chez nous. Donc, de temps en temps, quand elle parlait, on faisait semblant d'écouter la télé, mais on avait les oreilles tendues dans leur bouche. On écoutait tout. C'est là que ma maman dit, mais comment se fait-il que c'est tel qu'on a vu et c'est lui qui va proposer le cadi chez le chef. Comment ça se fait? Ma grand-mère dit laisse-le. Il sait ce qu'il fait. Et moi-même, j'ai confiance en lui. Toi, tu n'as pas confiance en ton mari. C'est comme ça que ça discutait entre ma grand-mère et ma mère. Mon père était déjà couché. Le lendemain, voilà, c'est lui qui avait indexé mon père. C'est lui qui a toujours été indexé tout le temps lorsqu'il y a des problèmes dans le village, dans la famille. Il débarque chez nous. Il fait les problèmes. Le cadi a déjà été interdit depuis des années. Je sais que c'est toi qui veux finir la concession telle. Et voilà. Et sache que notre père avait enterré un chien dans la concession. Sache que le cadi que tu apportes là, c'est toi qui vas mourir. C'est toi-même qui vas mourir. Donc notre grand-père apparemment avait enterré un chien dans la concession. Genre pour empêcher les mauvais gens de descendre quoi. À l'entrée de la concession, il y a des gens qui mettaient souvent, je ne sais pas, qui construisaient parfois les maisons de l'une de leurs femmes qui avait les yeux. Lorsque quelqu'un de mauvais descend, ça est signal. Et d'autres enterraient peut-être le chien là, le chien a été travaillé. Il enterre comme cela. Lorsque quelqu'un de méchant arrive, le papa va sentir ça, le chef de la concession va sentir ça dans son corps. Voilà. Lorsqu'il a parlé, il est retourné, il est parti. Ma mère a demandé, et quand est-ce que le chef t'a dit que cela aura lieu?
Arrêtez, ne faites plus le bruit. Quand est-ce que le chef t'a dit que cela aura lieu? Il a dit la semaine prochaine. Et chacun doit cotiser 1000 francs, 1000 francs. Ma maman lui a demandé, qu'est-ce qu'on va faire avec les 1000 francs? Mon papa lui a dit, c'est pour acheter la viande. Je ne sais plus trop si c'était la viande de cochon ou la viande de bœuf. Je ne sais plus trop. On va acheter la viande avec et on va préparer avec la terre qui vient de tous les carrefours de la ville et du village. C'est-à-dire, s'il y a une route qui se croise, on va ramasser un poignet de poussière là-bas. Donc, dans la ville, peu importe, même si le carrefour, les ronds-points sont goudronnés, on va balayer la terre là-bas, on va ramasser. Et comme cela, on va apporter toute cette terre-là, même s'il y a plus de carrefours que les marmites, on va faire dans plusieurs marmites. C'est comme ça que le jour qu'on devait boire le caddie, nous on a voulu aller, ma mère a refusé que non, on n'autorise pas les enfants. Elles sont allées et elles sont revenues. Lorsqu'elles racontaient comment ça s'est passé, on riait tellement et mon père était tellement heureux de cette journée-là. Il disait, on va voir. Et après ça, on a au trop 1 ou 2 mois pour que le concerné commence à manifester son mensonge, quoi. Commence à manifester soit verbalement, soit sur son propre corps. Voilà. Ma maman nous expliquait que lorsqu'ils sont arrivés, il y avait des guerriers envoyés par le chef et quelques notables qui devaient préparer ce caddie-là. Et tous les fils et petits-fils qui ont déjà, chez nous, on dit tchitching, donc qui sont sortis comment on dit, de l'inconscience, quoi. Par exemple, si les enfants et les petits-enfants surtout, les petits-enfants qui ont moins de 10 ans devaient être là pour boire. Non, c'était moins de 15 ans parce que j'avais 13 ans et ma maman. Donc là, les enfants qui n'ont pas encore conscience de la chose, qui ne connaissent pas encore la femme, qui ne cherchent pas encore de l'argent, parce qu'en cherchant l'argent, on peut me tremper les mains. Donc tous ces gens-là devaient être là. Donc la concession était pleine à craquer. Des enfants, des petits-enfants, et même certains, parce qu'ils étaient assez âgés, certains étaient même là avec leur arrière-petits-enfants. Il n'y a que mon père qui était allé avec mon grand frère. Il avait entre 17 ans et 18 ans. Voilà, ma maman expliquait comment ça s'est passé. Voilà, lorsqu'on a fini de préparer, ça consiste à faire, par exemple, bouillir la terre, tout le mélange de la terre dans une grande marmite. Et puis, on fait bouillir avec des litres d'eau. De l'eau doit immerger au-dessus de cette terre-là. Et puis, on va faire bouillir jusqu'à ce que ça va devenir comme une certaine soupe, comme de la bouffe en fait. Et puis, on va introduire la viande à l'intérieur et faire cuire. Et tout le monde doit manger un morceau et une louche de cette boue-là. Et cela se faisait face aux notables, dont personne ne pouvait éviter. Voilà, après, lorsqu'on arrive autour de ce dernier, il dit non, il ne peut pas manger de la viande parce que cela lui a été interdit à cause des gouttes. Il a mal aux pieds et il souffre du diabète, tout cela lui a... L'un des notables lui a dit, peu importe, si c'est pour trouver le méchant de ta famille, pour que tout le monde soit en paix, qu'est-ce que ça te coûte? Et je ne pense pas qu'un seul morceau puisse te faire du mal. Et cette boue-là, cette terre-là a été longuement cuite pour qu'aucun microbe ne résiste. Donc, tu vas manger. Même si c'est un petit morceau, tu dois goûter. On a coupé, on lui a donné. Il a à peine croqué qu'il a dit non, il n'arrive pas à mâcher. Non, il trouvait des prétextes. On lui a dit tu dois terminer. Donc, il n'avait quasiment pas mangé grand-chose. Et dans la famille, bien sûr, il y a des gens qui font surtout au village, qui font des mois sans voir de la viande. Il y en a qui ont mangé et rajouté. Et la soupe a été totalement bue jusqu'au fond de la marmite. Après cela, un mois après, lorsque nous partons au champ, au village, nous sommes passés par chez le monsieur. Avant d'arriver même chez le monsieur, c'est l'un
des enfants du village qui nous accueillent à l'entrée du village même. Parce que lorsqu'on sort du goudron, on rentre carrément sur une terre battue, un sentier. Et c'est dans la brousse jusqu'au village. Lorsqu'on le croise là-bas, il nous dit, ah, passez par cette route-ci, comme ça vous allez passer par chez monsieur tel, parce que là, il ne va pas bien. Ma maman me demande, mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il vit en ville, non? Il dit, non, depuis un certain temps, il est au village, il est malade. Sa femme est partie avec les enfants. Ma mère dit, mais comment ça? Elle est partie avec les enfants, comment? Oh, parce que le monsieur avait des grands enfants. Il avait perdu sa femme, ça faisait fort longtemps. Et il s'était remarié et il avait des enfants de notre âge. Donc, il avait même, disons, il avait des petits-enfants avec sa première femme. Il avait déjà les petits-enfants. Il était déjà grand-père lorsque sa femme est décédée. Et il avait pris une nouvelle femme, dont apparemment cette femme était partie avec les enfants. Ma maman demande, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il nous explique qu'à cause d'une simple dispute de rien du tout, elle a pris ses choses, elle est partie. Et depuis qu'il est malade, il n'y a personne pour s'occuper de lui. C'est comme ça, on est passé par là. Lorsqu'on est arrivé, il y a une odeur qui frappait de sa maison. Et lorsque vous buvez le caddie, votre corps, si vous êtes coupable, votre corps va ressembler à cette boue-là en fait. Votre corps va ressembler à cette boue. C'est-à-dire vous aurez les petites blessures, tout le corps. Avant de mourir, vous serez méconnaissable. Et c'est comme ça ce papa-là. La première fois que lorsque nous l'avons vu, tellement ça sentait, j'étais une personne, je n'aimais pas trop la saleté, je n'aimais pas trop... Lorsque la maison était sale, la maison d'une personne était sale, je n'y entrais pas. Et lorsqu'il y avait des odeurs à un endroit, même si j'ai envie de faire les selles, même si ce sont des toilettes, même si j'ai envie de faire les selles, je bloque jusqu'à ce que j'arrive chez nous. Donc, je n'y étais pas entrée. Ma petite soeur qui est venue me dit, ah, si tu vois le pied du papa là, ça fait comme s'il y avait une brûlure, Et puis, lorsqu'il parle, ça sent mauvais et tout. Je dis, ah, Seigneur, j'avais même pitié de lui parce que c'est un papa qui nous, lorsqu'on le voyait, nous donnait les 100 francs, les 50, ça nous plaisait. Dieu merci que ma maman priait. Et c'est comme ça que, un mois après, le monsieur est décédé. Quand lorsque papa, tout le monde au village, lorsqu'il a commencé avec ces choses-là, tout le monde a su que c'était lui. Et lorsqu'il est décédé, ça s'est considérablement arrêté, les décès répétés. Donc, voilà la fin de l'histoire. Donc, la morale ici, c'est de savoir que vraiment, il y a des gens qui savent, qui peuvent vraiment accuser. Il y a des gens qui passent parfois. Voilà pourquoi Jésus, bon, je suis un peu embrouillée, parce que plein de choses me passent par la tête. Dieu a dit ne jugez pas. Ne jugez point. Parce que vous ne savez pas le fond. Vous ne connaissez pas le fond. Ne jugez pas de peur d'être jugé en retour. Vous pouvez croire être dans la raison alors que vous ne l'êtes pas. Mon papa a été vraiment pointé du doigt. Et même jusqu'à sa famille, même jusqu'à ma maman, était prête à croire que oui, c'est lui. Juste parce qu'on a prononcé son nom chez le féticheur. Alors qu'il y a des sorciers qui peuvent mettre, lorsqu'ils voient qu'ils sont déjà un peu trop indexés, et qu'on risque vraiment se venger, ou bien on risque vraiment croire aux dits des voyants et ne plus avoir peur d'eux, on risque, comment dire, leur mettre à dos. Alors, ils prennent parfois le visage de quelqu'un et mettent mettre en avant et pour que partout où vous partez, même si avant on n'arrivait pas à voir son visage, ou bien même si avant il bloquait pour qu'on ne dise pas son nom, il va permettre maintenant de dire le nom de celui qu'il a choisi dans la concession. Voilà comment Dieu a vraiment, je ne sais pas, donné un courage à mon papa pour qu'il redemande cette histoire de caddie là, parce que c'est quasiment interdit maintenant de le faire, hein, parce que, donc voilà. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour Dan, je vais raconter notre histoire. En fait, c'est l'histoire de 5 frères. Ça se passe toujours comme vous savez. Les 5 frères étaient vraiment ressemblés, ils se ressemblaient. C'était des jeunes dans la vingtaine qui sortent ensemble et ils étaient d'une famille assez un peu aisée, bien et un peu à l'aise, quoi. À la classe moyenne, je sais pas si c'est ça, je crois. Donc, et après,
Les frères, lors d'une soirée, ils ont aperçu une fille en boîte. Tous les 5 frères ont aimé la fille et tout et tout. Mais la fille s'est montrée intéressée à l'aîné parmi les 5. Donc, ils ont commencé à sortir ensemble avec l'aîné. Alors qu'ils sortaient ensemble, elles sortaient ensemble avec l'aîné. En même temps, elles sortaient aussi avec les 4 autres frères. Et les 4 autres frères, parmi eux tous, ils savaient au fond de leur cœur qu'ils sortaient avec la même fille, les 5. Donc, au bout de 2 mois, les 5 autres frères, ils ont commencé de tomber malades et tout. On les a emmenés à l'hôpital, on a fait des tests. On a su que les 5 frères, ils avaient le sida. Ils avaient eu le sida. Ils ont maigri, les garçons, ils étaient costauds, ils ont maigri en l'espace de, de 2 mois. Ils ont maigri dans le quartier, même dans le Rivière, mais les enfants l'ont changé. Tout comme tellement c'était des jeunes que dans le quartier, on connaissait bien, ils étaient dans la vague vie, dans l'ambiance et tout. Donc, ils ont mené parfois les jeunes du quartier, un peu les week-ends, les sorties à la piscine. Ils louaient des coasters pour nous, les jeunes du quartier et tout. Donc, on les connaissait. Donc, quand eux tous ils ont tombé malades, on partait chez eux, on partait les voir. Mais comment vous allez? Mais qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez fait quoi? Pourquoi vous avez maigri? Vous êtes malade comme ça? C'est une épidémie ou quoi? Puis, pendant tout ce temps que nous, on partait les rendre visite, on n'avait jamais croisé cette fille-là. L'aîné est mort, ils sont restés 4, toujours dans la maladie. Et même au moment que eux ils étaient malades, ils continuaient toujours de se voir avec cette fille-là, en cachette. Le deuxième est mort, ça a bouleversé le quartier. On a pris les 3 autres, on les a envoyés à Pointe-Noire. Après, quand ils sont partis à Pointe-Noire, pourquoi les soignent que non, il y a un qui va aller au Maroc, tout ça là. On a envoyé un au Maroc, 2 sont restés à Pointe-Noire. C'est dans notre ville économique. Je pense que tu connais. Ils ont envoyé les 2 autres à Pointe-Noire. À Pointe-Noire, là-bas, un est mort. Le deuxième est mort. Il ne restait plus qu'un seul qui était parti au Maroc. Après quelque chose de 6 à 9 mois, disons une année, il est rentré en bonne santé. Tout. Il semblait être en bonne santé. Il avait quand même un peu grossi. Il avait quand même repris un peu ses formes et tout. Mais malheureusement pour lui, dès qu'il est rentré, il n'avait même pas fait 1 mois. Il a recontacté encore cette ancienne fille-là. Ils ont continué la relation il est mort. Il est mort. Et après, quand il est mort, donc ça faisait 5 frères qui sont morts. C'était grave dans le quartier. Et les parents, ils sont partis consulter, selon les dires. Ils sont partis consulter. On leur a dit que non, mais la personne qui a sacrifié vos enfants là, c'est une fille qu'ils ont rencontrée. Et c'est une fille du quartier. C'est une fille du quartier qui habite le même quartier que vous. Excusez-moi, mais je ne peux pas dire le nom de cette fille-là. Je ne peux pas mentionner parce que sa famille pourrait peut-être reconnaître, peut-être ils diront peut-être que non, voilà, diffamation, et ainsi de suite. Vous voyez, ce genre d'histoire-là, chaque famille cherche à cacher l'identité de leur enfant. Hein, selon nous, les Africains, on a un peu ce côté néfaste. Donc, la fille-là, elle avait sacrifié tous les 5 garçons-là. Donc, elle, pour rester belle, être jeune, être attirante, elle sacrifie les jeunes garçons. Et sa famille, quand les garçons là, ils sont morts, après sa famille, ils sont partis féticher contre la fille. Une fois seulement, on était là, après des mois. Je pense après des mois ou bien des années. Une fois seulement, on était là. La nuit, soi-disant, elle était sortie, elle est rentrée chez elle, la fille en question. Elle est rentrée à la maison. Quand elle est rentrée à la maison, après elle est ressortie. Quand elle est ressortie, elle traversait seulement le goudron comme ça là. La voiture la tamponne sur place. Elle est morte. Elle est morte. La fille en question. Elle est morte. Même avant sa mort, on l'avait, la famille de ces jeunes-là avait porté plainte contre elle
Mais puisque la police ne juge pas les choses mystiques là, après, on l'avait relâchée. Elle dit que non, elle avait dit que non, je n'ai rien à voir avec ça et tout. Elle a nié tous les faits et tout. Voilà. Donc après, la fille, elle était aussi morte. Elle est morte. Donc comme sa famille là, ils avaient fétiché contre elle, ça l'avait attrapée aussi. Elle est morte. Voilà comment une personne a détruit la vie de 5 personnes gratuitement comme ça. C'est pour moi, je dirais la morale, c'est qu'il faut faire attention avec qui vous acceptez d'être courtisé. Hein? Choisissez. Il y a certaines personnes, quand tu regardes comme ça, tu vois que lui là, en tant que personne, ça là, c'est trop beau pour être vrai. Tout ton cœur te dit déjà que c'est trop beau pour être vrai. Que ce soit en matière morale, physique, recule, enferme-toi, dis que non, je ne peux pas m'hasarder. Même si ton cœur te dit que fait, c'est rien, il n'y a rien. Mais quand toi-même tu vois que c'est trop beau pour être vrai, tu refuses. Et il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Nous sommes les Africains. Sortir avec la femme de ton frère, ou bien la copine de ton frère, nous les jeunes d'aujourd'hui, on trouve que c'est normal. Mais en tant qu'Africains, si on respecte, on voit nos traditions, notre culture, c'est satanique, c'est de l'abomination. À ce que je sache, c'est de l'abomination dans plusieurs ethnies, plusieurs familles, dans plusieurs pays de l'Afrique. Donc, on va un peu mettre aussi le côté de la religion à côté, mais vraiment, en tant qu'un Africain qui se respecte, qui a un peu de la sagesse, il faut vraiment faire attention, prendre ce côté-là en acte et vraiment respecter nos traditions. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, nous, on est venu écouter ça. C'est que ça s'est réalisé dans le passé et ça se réalise encore quelque part. C'est comme quand quelqu'un meurt aujourd'hui là, au Congo. Quelqu'un d'autre va, par exemple, naître. Un enfant va naître. Un autre enfant va mourir. Tu vas voir, il y a 2 femmes dans le bloc d'accouchement. Une a mis au monde, l'autre est morte. C'est comme ça, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Quand l'autre vient, l'autre là doit laisser la place, doit partir. Si toi tu meurs aujourd'hui là, l'autre là-bas va naître. Si toi tu attrapes la maladie aujourd'hui, un autre côté, l'autre est guéri. C'est la loi de la nature. Donc c'était un peu ça. Partager, liker et bien choses à DMG. À bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG. Là, il faut que je fasse un peu vite parce qu'il ne faut pas que ça soit beaucoup. Je vais raconter une histoire qui était passée. Ça fait peut-être plus de 15 ans. Donc, on était au village avec mon petit frère, mais on ne vivait pas chez notre papa parce que, mon petit frère, il était souvent un peu malade. Il avait peut-être mal au ventre, je crois. On est parti au champ. Au moment de rentrer, il a vomi en route et il faisait déjà noir. Donc, on est rentré au champ, la nuit était déjà tombée. On est rentré en cours de route, il a vomi. Et étant devant la cour, il a encore vomi. Et on est entré dans la maison, on a dormi. Le matin, on a constaté que là où il avait vomi, il y avait des boules de sang coagulées. Il était toujours souvent un peu malade comme ça. Je ne sais pas, un jour, on l'a envoyé vivre avec le petit frère de notre papa. Puisque c'est comme s'il voulait toujours la famille de son père. On l'a envoyé vivre là-bas. Il vivait là-bas avec la famille de son père. Et à un moment donné, notre tante est tombée malade. Notre tante est tombée malade jusqu'à... Et quand notre tante est tombée malade, on a dit, ma grand-mère allait là-bas prendre son petit-fils. Ma grand-mère a pris son petit-fils et est retournée avec. Et la tante, elle était malade. La tante était malade de son côté. Et les gens avaient l'habitude de soupçonner que la tante, c'est quelqu'un elle faisait à manger. Elle vendait, elle avait le bas et elle faisait à manger. Comme elle faisait à manger,
Et puis les gens soupçonnaient que peut-être elle avait l'habitude que, comme il y a des gens qui aiment souvent, quand ils veulent faire du mal aux gens, on peut avoir toujours des femmes qui font à manger. On soupçonnait qu'elle avait l'habitude qu'on lui payait pour qu'elle donne le poison aux gens. Bon, c'est que quand on était petite, on entendait aussi que peut-être elle donnait le poison aux gens. Ce qui fait que quand le petit frère était malade, mon petit frère était malade, ma grand-mère disait toujours que peut-être qu'il avait léché les restes, des... C'est pour ça peut-être qu'il a toujours malade. Et entre-temps, quand elle était malade à l'hôpital avec son petit frère, je dis la tante, qu'elle était malade à l'hôpital avec le petit frère, c'est comme ça que le petit frère dit que depuis comme tu es tombé malade direct, on est venu prendre l'enfant pour partir. Elle a dit oui, laissez comme on a qu'à cacher l'enfant là-bas parce que les gens peuvent lui faire du mal pour me faire mal. Voilà, c'est comme ça maintenant. Elle était toujours malade. Entre-temps, ma grand-mère était allée prendre son petit-fils. Elle a dit laissez qu'elle prenne le petit-fils parce qu'on peut faire mal à ce petit-fils pour me détester. Après sa maladie, elle avait maigri comme on disait parce que je n'ai pas vu le corps. Mais je suis allée au deuil, tout ça. Elle est morte, on l'a enterrée. Et je sais combien de mois ça a fait. Et entre-temps, mon petit frère était toujours malade, avait toujours le mal de ventre. Il était toujours un peu pâle, tout ça, mais aujourd'hui ça va. Toujours, ça n'allait pas. Il est même parti à Bafoussam un jour pour payer son médicament. Et quand il arrive à Bafoussam pour payer son médicament, moi je ne sais pas où c'était, dans quel hôpital qu'il est allé pour payer, où c'était pour faire l'examen ou quoi. C'est ce qu'il nous a raconté parce qu'il nous a dit, un jour on était dans la maison en train de taper les commentaires, on parle, on rit. Un mois plus tard qu'il était à Bafoussam, après il a fait Nous on a dit mais c'est quoi? On est en train de parler, il n'y a pas de problème. Pourquoi tu as les frissons? Qu'est-ce qu'il y a? Il nous dit j'avais vu telle qui était morte. On a dit mais comment ça tu l'as vu quand et où? Il dit le jour que, ça fait un mois, le jour que j'étais allé à Bafoussam, parce qu'on avait déjà grandi un peu, Le jour que je suis allé à Bafoussam pour vouloir acheter mon médicament, comme ça que je l'ai vu, et nous on pose la question que tu es sûr que c'était vraiment elle? Elle dit mais oui, c'était vraiment elle. Elle m'a appelé par mon nom. Et elle m'a demandé que qu'est-ce que j'ai fait ici. Mais quand je l'ai vue, j'ai eu peur parce que je savais qu'elle ne vivait plus. C'est pour ça que j'ai eu peur même quand elle m'a appelé pour me poser des questions. Je n'ai pas répondu. Je suis seulement passée en flèche comme ça et j'ai continué mon chemin. Je n'ai pas cherché à écouter ce qu'elle me disait. C'est comme ça que je suis partie. Et quand je suis partie, j'ai oublié même que je l'ai vue et c'est passé si j'ai tout oublié. Donc c'est aujourd'hui dans des commentaires que c'est revenu dans ma tête et je vous dis ça comme ça. C'est comme ça maintenant qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire là? On a commencé à avoir peur que si tu as vu la tante qui était morte, ça fait aujourd'hui, ou ça faisait combien de temps comme ça là? Ça veut dire que il faut qu'on essaye de regarder comme nous là-bas en Afrique. Il y a toujours des petits trucs, il faut toujours regarder. Bon, on a dit, bon, si on est allé voir les gens là pour les demander, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a dit non, là où on l'a enterré, on va aller là-bas, prendre la terre sous sa tombe et venir avec, on va travailler sur le petit. C'est comme ça, moi-même, je suis allé sur la tombe, j'ai pris la terre et je suis venu. Je ne sais pas comment ils ont utilisé ça, mais il avait vu notre tante qui était morte. Il y avait je ne sais pas si c'était des années ou des mois. Et nous, on l'a demandé, mais la tante, tu as vu, tu es sûr que c'était la tante? Il dit oui. Elle était comment? Elle avait une robe sous elle, bien portant, comme elle était avant de tomber malade. C'est comme ça mon émission, mon petit histoire que je voulais parler. Donc c'est mon petite histoire que je voulais parler. J'ai des histoires que je pourrais encore parler. Bon,
Voilà, l'histoire est terminée comme ça. L'histoire du petit est terminée comme ça. Mais là, je vous raconte encore une autre histoire directe une fois avant de couper court. C'est toujours mon histoire, j'ai vécu. J'étais à Douala, je vivais, je vendais dans le parasol, comme tout le monde connaît. Je vendais dans le parasol. J'avais mon petit comptoir que je vendais dans le parasol. Et je vendais moi mes trucs sans problème. Bon là, voilà ma voisine qui rentre dans la chambre. Je ne veux plus continuer l'histoire, j'arrête ça ici. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Surtout, laissez-moi des likes, laissez des impressions, partagez, likez, commentez, invitez plus de personnes à venir regarder les vidéos. Voilà. Sinon, j'espère que vous avez envoyé vos histoires aussi sur le numéro WhatsApp à l'écran. Là, c'est le plus 237 55 81 90 17. Et voilà.